Ok, nous sommes ici sur le plateau avec le professeur Chimanga Kengo Pierre Simon. N'est-ce pas? Bonjour professeur. Bonjour. Voilà, vous êtes, Bonjour. Professeur à l'économie et finance, Oui. n'est-ce pas, à l'université bien sûr, vous donnez cours à Paris et un peu partout. Et vous êtes également chef du cabinet conseil, n'est-ce pas, toujours en finance, ça se trouve précisément à Paris. Oui, ok, avec vous nous allons parler le marché, quoi c'est le thème, le marché noir face aux réalités économiques en République démocratique du Congo. Comme je lui allais dire tout à l'heure, si tu suivais mon introduction, je disais que tout le monde est en train de se poser la question. Qui précise réellement le taux? Si vous êtes en ville, vous trouvez que vous avez un taux un peu élevé. Si vous vous retrouvez sur Victoire, bon, ils ont leur taux. Vous allez sur Rond-Point Kitambo, chacun a son taux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, Daniel, moi je souhaiterais qu'on puisse poser la question au professeur sur la signification du concept marché noir. Voilà, parce que oui, beaucoup de gens en entendent parler, mais ils ne savent pas. Mais c'est quoi un marché noir? Et à côté du marché noir, qu'est-ce qu'il y a comme marché? Ouais, bon, parce que si vraiment il peut nous donner des précisions sur ce concept marché noir, et un autre qui peut exister à côté du marché noir, ce sera mieux. Voilà. Pour fixer un peu pour l'opinion. bien expliciter un peu le thème. Ah, oui. Bon, je vous remercie pour votre invitation. Bon, on va essayer au cours de cette émission, de pouvoir aborder ces questions-là, qui sont des questions quand même récurrentes, qui reviennent souvent, et beaucoup de gens en parlent. J'espère bien que on ne va pas choquer les africanistes, parce que les africanistes n'aiment pas trop qu'on parle un peu de marché noir. Parce qu'ils estiment quand même à chaque fois tout ce qui est mauvais, on l'associe à la couleur noire. Je vois quelque part, on dit marché parallèle. C'est pour cela qu'on dit marché parallèle. Pour être un peu beaucoup plus clément dans le langage. Et toujours dans le langage pour qu'on essaie un peu de mettre tout le monde d'accord. Voilà. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Moi aussi, je suis un vrai africaniste. Voilà, je comprends votre réaction. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut entendre? Marché noir, il y en a qui disent en anglais, pour moins choquer, marché black et tout ça. D'une manière générale, ça reste toujours, au niveau, c'est toujours la même chose. Marché noir ou marché informel, c'est toujours le même concept. Pourquoi marché informel, pourquoi marché noir? Parce qu'on a ce qu'on appelle le marché officiel. C'est-à-dire le marché officiel qu'on peut quantifier, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer. Et ces activités-là, l'État peut aussi récolter, ou si je puis me permettre, récolter des recettes et tout ça. Donc c'est un marché qui est contrôlé avec des entreprises qui sont génératrices de recettes, ou les entreprises qui sont immatriculées et tout ça. Malgré cela aussi, on verra aussi, ce n'est pas aussi facile comme on peut l'envisager. Si on prend les entreprises qui sont immatriculées, on peut avec tous les restes, c'est-à-dire qui sont dans le marché informel. Vous voyez, quand vous allez, nos mamans qui vendent un peu à la sauvette, un peu partout dans nos quartiers, dans le coin de la rue. Tous ceux qui ont ces mamans-là vendent, ou tous les gens qu'on appelle communément des petites boutiques, la Liga Bleue et tout ça. D'une manière générale, tout cela, ce sont des entreprises qui ont des petites entreprises, mais qui ne sont pas immatriculées et qui ne sont pas répertoriées et que l'État n'arrive pas à capter les recettes à travers cela. Et pourtant, on peut dire que notre économie est essentiellement et majoritairement constituée de ce qu'on appelle l'économie informelle. Ça nourrit ça prend un peu le dessus. Ça prend un peu le dessus, le dessus, un peu sur le marché officiel. Voilà. Donc il y a moyen, maintenant, il faudrait maintenant voir avec quel mécanisme nous pouvons au moins renverser la situation et essayer un peu de capter un peu tout ce qui échappe au niveau de l'administration fiscale pour capter un peu toutes ces recettes. Pour que l'officiel prend le devant. Prend le devant et voilà, essayer un peu de... Voilà, oui. Alors, mais vous avez dit tout à l'heure que dans notre pays, c'est le marché noir qui prend le dessus sur le marché officiel. Mais qu'est-ce qui détermine cette situation? Pourquoi le marché dit noir prend le dessus sur le marché officiel? Le marché noir prend le dessus. Quelles sont les causes de cette situation? Les causes, on peut l'envisager, il y a plusieurs causes.
La première cause, c'est les gens ils sont obligés de se débrouiller parce qu'il n'y a pas de travail. Bon, d'une manière générale, bon, ça, les travails existent, mais majoritairement, les gens n'ont pas l'accès à l'emploi, au marché du travail. Donc, ce qui fait que non, la plupart des gens se retrouvent dans cette situation. Il y a ce qu'on appelle le chômage de masse. Parce que vous savez bien que bon, on n'a pas vraiment de statistiques parce qu'il y a un problème de statistiques dans notre pays. Bon, on fait toujours, bon, il y a toujours des extrapolations. On fait maintenant un effort pour chercher un peu à réglementer les choses. Mais tout ça, c'est parce que les gens aussi ne s'enregistrent pas à l'Office national de l'emploi. Voilà, comment voulez-vous? Mais là, on le voit même, ce n'est pas un problème qui concerne seulement la RDC. C'est un problème qu'on le retrouve dans tout le pays du monde. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de la France. Les gens, à partir du moment, les gens, ils vont au pôle emploi. C'est-à-dire pôle emploi, c'est-à-dire l'équivalent de chez nous ici, là où les gens ils vont aller pour s'enregistrer, pour qu'ils se fassent connaître qui sont des chômeurs. Mais le problème, même en France, un pays où au moins on tient des statistiques, à quel moment les gens ils vont au pôle emploi pour s'enregistrer? C'est à partir du moment où ils bénéficient, on appelle des allocations de chômage, quand ils ont leurs droits. Parce que, pour expliquer un peu brièvement, c'est-à-dire quand on travaille, voilà, parce qu'ils savent qu'il y a des retombées. Parce qu'il y a des retombées, ils sont obligés de se faire enregistrer, et premièrement, et deuxièmement, tout cela, ça permet quoi? Chaque mois, il faudrait un peu pointer, qu'on appelle ça, il faut pointer, se faire dire non, jusque-là, je fais des démarches, je n'ai pas retrouvé mon emploi, pour que vous puissiez au moins recevoir ce qu'on appelle vos allocations ou des indemnités de chômage. Donc voilà, même là-bas aussi, le problème se pose. Quand les gens perdent leurs droits au chômage, eh bien, les gens ne s'enregistrent pas non plus. Voilà. Donc, le problème qui est là, moi, je pense qu'il c'est un problème qui se pose chez nous. Mais après, il y a aussi l'intérêt. Mais même en France, souvent, les gens s'enregistrent. Pourquoi? Il faudrait au moins, derrière cela, qu'il y ait aussi un suivi, un travail d'accompagnement, et dire aux gens aussi, permettre à tous ceux qui s'enregistrent que non, et oui, si vous vous enregistrez, on va vous accompagner pour que vous retrouviez du travail ou bien pour que vous trouviez aussi, si c'est votre premier emploi, surtout pour nos jeunes qui sortent un peu de nos universités et de nos grandes écoles et instituts. Donc voilà, s'il y a au moins tous ces, il y a tous ces travails-là qu'on peut faire, bon, c'est-à-dire leur permettre, ou bien peut-être par la formation aussi, ou bien peut-être leur permettre de faire comme ça se fait partout, hein, parce que la plupart du temps, il y en a aussi qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à cela. Faire un CV, faire un CV, leur permettre de faire d'abord un CV. C'est la première chose quand on cherche un emploi, il faut d'abord avoir un CV, et puis avoir une lettre de motivation. Comment on rédige une lettre de motivation? Et leur préparer aussi aux différents entretiens qui pourraient aussi et puis en amont, il faut quand même être qualifié. Bon, il faut avoir terminé une formation quelque part, être qualifié, parce qu'aujourd'hui les jeunes se plaignent, il y a beaucoup de jeunes qui se plaignent dans notre pays, mais qui n'ont aucune qualification. Le problème aussi qui est là, professeur, c'est que quelqu'un finit, vous entendez que non, je suis licencié en ceci, là, gradué. Mais quand vous devez le faire passer au test, d'abord, commencez d'abord par rédiger la lettre de motivation. Ça cause d'abord problème. Parce qu'on le voit des fois. Nous avons des lauréats, les gens ont fini quand même, ils ont obtenu leur diplôme d'État. Mais si vous faites passer le micro-baladeur, c'est terrible. Vous parlez du diplôme d'État, même, vous avez dit tout à l'heure, même les personnes qui sortent de l'université, qui ont du mal à rédiger une lettre de motivation, ils ne savent même pas ce qu'est une lettre de motivation. Donc voilà, c'est pour cela. Mais le tout commence par là. C'est pour cela, avant que les gens envisagent d'aller chercher du travail, aller à chercher un peu de l'emploi, parce que bon, moi je préfère plutôt, parce que le travail, selon les économies, c'est pas la même chose. Travail et emploi. Nous avons reçu la semaine dernière le ministre du Travail ici. Il avait donné cette nuance. Monsieur Atis Kabongo, qui a fait la différence. Un travail, parce que quand on parle, je reviens parce que comme l'occasion, vous m'avez donné cette occasion pour que je puisse m'exprimer, parce que des fois on se pose des questions. Pourquoi il y a un ministre du Travail et un ministre de l'Emploi aussi? Des fois on peut avoir. Mais ici, chez nous, ils sont mélangés. Emploi, travail et prévoyance sociale. Mais par contre, dans d'autres pays, il y a le ministre de l'Emploi et le ministre du Travail. Parce qu'un travail peut être un travail rémunéré, c'est-à-dire rémunéré à la fin du mois, vous êtes payé, vous recevez un salaire. Un travail aussi, ça peut être un travail non rémunéré, c'est-à-dire quand les gens qui travaillent comme bénévoles, ou bien nos mamans, quand ils font leurs tâches ménagères à la maison, éduquer les enfants, aider nos enfants
pas à faire des devoirs, c'est un travail, mais sauf c'est un travail non rémunéré. Voilà, donc tout cela, on ne pourra pas... voilà, c'est pour ça qu'il y a cette différence. C'est pour ça, généralement, quand on dit offre d'emploi. Bon, on revient un peu sur le problème de l'emploi. Le problème d'emploi, c'est un véritable problème qui se pose surtout à tous les dirigeants et surtout à tous les dirigeants du monde entier. C'est pour cela qu'on voit bien que dans tout le pays du monde, ils sont à la quête de la croissance. Voilà. Parce que pour créer plus d'emplois, on est obligé d'avoir un peu plus de croissance. Maintenant, le problème, ça se pose aussi au niveau comment est-ce que, comme nous avons connu dans les années 2000 jusqu'en 2010 jusqu'en 2014, on a eu une forte croissance. On pouvait à peu près 9,5 et jusqu'en 2015, c'était entre 7% à peu près le taux de croissance. Bon, je reviens un peu pourquoi, parce que des fois on parle de taux de croissance, parce que les taux de croissance, c'est quoi? C'est là. C'est votre dada en tant qu'économiste. Ah oui, c'est notre gars, mais ça c'est pour toute économiste, même surtout pour les autorités politiques. Leur souci, c'est plutôt avoir plus de la croissance, plus de richesse. Parce qu'il dit croissance, plus de richesse. Mais professeur, je ne vous interromps pas parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que quand on a parlé de cette croissance-là, durant cette période, évidemment, la population contesté parce qu'on a dit on parle de croissance, mais voilà, on ne sent pas l'impact de cette croissance-là dans les ménages. Vous comprenez? Tout à fait, vous avez raison. Mais c'était quoi le fruit de la croissance? Ah ben oui, mais le fruit de la croissance. Parce que le problème de la croissance, c'est vrai, la population n'a pas senti ce fruit de la croissance. Parce que cette croissance-là, elle est mal répartie pour différentes raisons. Ah voilà, il y a une mauvaise répartition. Il y a une mauvaise répartition parce qu'une croissance doit être bien répartie, bien redistribuée, et pour que la population puisse sentir un peu le fruit de cette croissance. Mais la population n'a pas senti cela. C'est pour ça que quand on leur parle un peu de la croissance, ah oui, notre pays, bon, dans les années jusqu'en 2015, c'était cité comme un modèle au niveau de ça. Il faut dire les choses aussi. C'est l'appel du Premier ministre Matata qui revenait à tout moment. Mais il faut savoir aussi d'où nous venons. On était où? Il faut savoir d'où on venait. Parce qu'il y a eu des années, il y a eu beaucoup d'années, la période même avant la chute du régime Mobutu, où on avait des taux de croissance négatifs, plutôt, des taux de croissance négatifs. Ben, on est parti de là, on est parti inexistant même. Même inexistant. Mais voilà, inexistant. Et après, on a connu aussi notre pays aussi. Bon, je vais dire au moins, Dieu merci, on est là, on est encore debout. Bon, avec cette période aussi des guerres qui nous ont été imposées de l'extérieur, et tout ça que nous regrettons, bon voilà, parce que pour que le pays puisse avoir une forte croissance, il faut que le pays soit stable, la situation au niveau sur le plan sécuritaire, au moins pour améliorer ce qu'on appelle le climat des affaires. Bon donc, cette croissance-là, il y a pour différentes raisons. On venait de loin. Il y a beaucoup d'investissements n'ont pas été faits. Mais là, on a repris un peu, c'est là d'où on venait. Bon, c'est pour cela on fallait investir, réhabiliter. On a réhabilité un certain nombre des écoles, des hôpitaux. Voilà. Comme on dit, quand on atteint l'abîme, on est obligé de remonter. Donc, au moment où on avait atteint l'abîme, donc on est venu de loin. Donc, c'est pour cela que la population n'a pas senti cela. Et puis, la croissance n'était pas inclusive. Ça, c'est le point le plus important. C'est très important. C'est ce qu'il fallait expliquer. Voilà, la croissance n'était pas inclusive. Voilà. La croissance doit être inclusive parce que voilà la mauvaise participation. Parce que quand il y a la croissance, on appelle, c'est au niveau, c'est quantitatif. C'est-à-dire la croissance, quand sa croissance augmente, c'est au niveau quantitatif. Donc maintenant, au niveau de la qualité de cette croissance, on appelle le développement. Parce que pourquoi on cherche plus de croissance? C'est pour permettre de lutter contre la pauvreté, sortir notre pays de la pauvreté, c'est-à-dire au niveau investir pour l'avenir, dans les infrastructures routières, dans les grandes infrastructures ferroviaires, investir dans les écoles pour former nos jeunes, parce que si vous voulez demain, si un jour il y a de la croissance, on aura besoin, comme vous avez parlé tout à l'heure, de compétences. Donc il faut former les gens, il faut que les gens soient bien formés, avoir un peu la main-d'œuvre un peu qualifiée. Il y a ce problème-là. Aussi, le problème, il faut savoir, notre croissance était essentiellement liée des industries extractives. Or, on sait bien que par vocation, les industries extractives, ce sont des industries pas à forte valeur ajoutée, à faible valeur ajoutée. Or, si vous voulez un peu créer plus d'emplois, lutter contre la pauvreté et lutter contre l'analphabétisation, parce que tout ça... L'analphabétisme. Voilà. Donc, il faudrait qu'il y ait une croissance un peu qui a une forte valeur ajoutée, qui est dans le secteur porteur d'emploi et tout ça. Donc, il y a tout cela
et aussi, voilà, il y a tout cela, ce n'était pas le cas. On aurait peut-être, moi c'est le bémol que moi je mettrais, au lieu qu'on fasse un peu ce qu'on appelle la gestion des caisses, s'occuper seulement des équilibres macroéconomiques. C'est important pour notre pays. Bon, les équilibres macroéconomiques. Ce terme-là est connu vraiment des Congolais. Ah ben, ça fait du bien quand vous le rappelez. Les équilibres macroéconomiques, moi je pense qu'il aurait fallu un peu montrer les caps, essayer un peu de diversifier notre économie, aller dans des secteurs qui est plus porteurs d'emploi et pour permettre à notre pays de sortir de cette situation. Parce qu'on parle du Congo émergent. Oui, on a les atouts. Moi, je suis optimiste. Mais maintenant, à condition, pas loin. À condition, il faudrait qu'on se prépare maintenant. Moi, je crois à notre pays. Moi, ce que je dis, je suis le produit de ce pays parce que j'ai fait toute ma scolarité, contrairement à ce qu'on peut croire, je fais ma scolarité dans les écoles publiques. Donc, je n'ai jamais été dans les écoles privées, contrairement à ce qu'on peut croire. Pour autant, on ne souffre pas, on n'a rien à envier par rapport aux autres. Donc, ça veut dire que non, si on se prépare bien, moi, je pense que oui, on a tous les atouts pour que notre pays puisse être un grand pays, un pays émergent, d'ici peut-être 20 ans. Moi, je pense qu'il y en a qui... On nous a promis d'ici 2030. Ah ben nous, il y a... Pourquoi Dieu nous l'a dit dans 13 ans? Ah oui, dans 13 ans. Voilà, vous savez, la réalité économique... C'est ça l'ambition du chef de l'État. Oui, mais dans la vie, il faut avoir des ambitions. Mais évidemment, oui. Mais maintenant, le problème qui est là, quand il y a des ambitions, c'est une façon de montrer les caps. C'est très important. C'est très important. Il faut montrer les caps. Il a donné une vision. Maintenant, il faut mettre le moyen pour que ces perspectives ou ces caps puissent au moins être atteints et tout ça, et puissent au moins arriver. Alors, s'il vous plaît, parce que là, le professeur a donné une première cause, le chômage de masse. C'est là que nous avons débordé, nous avons parlé du travail, de l'emploi et tout. On a débouché sur ça. Maintenant, au niveau du journal des causes, est-ce qu'il y a une deuxième cause? Deuxième cause, comme je dis. Parce que souvent, on parle de manque de production. Enfin, pour que nous allions un peu vite, à part le chômage de masse, on dit que dans notre pays, on ne produit pas. Il n'y a pas de production. Vous, en tant qu'économiste, espoir sur les matières premières. C'est ça. Depuis que ça subit, n'est-ce pas? C'est là le professeur a dit, il a parlé des industries extractives, vous comprenez, qui sont souvent à faible revenu. Oui, à faible revenu, à faible valeur ajoutée. Donc, et n'est pas aussi ces industries-là